La fonction principale d'un puits, en général, c'est celui de soit de stockage, soit le captage de l'eau. Mais à la fin de cette fonctionnalité-là, il prend une autre fonction, c'est-à-dire, en général, il sert de dépotoir. Donc, les habitants des alentours, ils jettent, donc comme même jusqu'à nos jours, on a tendance à jeter tous nos déchets dans les fossés, dans les trous, dès qu'on voit une structure en creux, et on la remplit et après on la couvre pour cacher notre misère. Du coup, ce qu'on peut retrouver dans un puits, on peut retrouver par exemple des déchets et des vestiges qui s'étalent sur plusieurs centaines d'années. Après, en général, ça se résume à quelques dizaines d'années parce que soit il sert en tant que puits pour l'eau, soit il est vite comblé parce que sinon il est dangereux. En général, on retrouve du mobilier cassé, donc les restes ont été jetés dans le puits. Mais aussi, on peut retrouver de la vaisselle complètement intacte. Soit c'est à l'issue d'une volonté, donc c'est un rituel ou quelque chose du genre. Donc les personnes ont soigné la descente de l'artefact au fond du puits. Soit il a été jeté dans le puits, mais le puits il était en haut. Donc du coup, l'eau a amorti la chute, le vase reste intact. Ce qui est intéressant dans le cadre des fouilles de puits, dans la partie noyée, on a affaire à un milieu anaérobe. Donc tout ce qui est matière organique, elle est bien conservée. Donc on peut retrouver des éléments travaillés en bois, des graines, des céréales ou de fruits, des coques de fruits, donc qui sont en bon état de conservation, voire du pollen aussi. En général, c'est assez facile de voir à la surface l'empreinte d'un puits. Si les premiers niveaux d'aménagement n'ont pas été arasés avec le temps, après il peut être confondu avec les structures en creux qui étaient utilisées en tant que silos, donc pour le stockage des céréales. En général, la profondeur elle est directement liée au contexte local. Par exemple, si se trouve dans une plaine alluvionnaire, la rivière n'est pas loin, donc la nappe phréatique est toute proche, les puits ne seront pas profonds. Dans d'autres cas, quand on se retrouve sur des hauteurs, donc là, du coup, on a affaire à des puits qui sont plus profonds. Je peux vous donner un exemple du site gaulois de Vieille-Toulouse, où il y en a une multitude de puits, depuis 80 ans de fouilles, et on en a trouvé des dizaines, voire des centaines de puits gaulois. Et là, on peut arriver à des profondeurs de plus de 20 mètres. Dans le cadre de la fouille d'un puits, donc on entame la structure sur 1,30 m de profondeur. Et puis si on voit que la structure continue en profondeur, du coup on fait appel à la plateforme pour pouvoir continuer à réaliser la fouille en profondeur et en sécurité. Piles, mais ça fait un moment que je ne les ai pas changées. Donc... La plateforme elle est constituée d'un échafaudage qui est modulable et autostable, qui sert de support pour l'équipement nécessaire à la fouille de la structure. Il y a un minimum de personnes. Une personne en haut qui doit être cordiste, secouriste, qui assure la sécurité en cas d'un accident ou de malaise de la personne qui fouille en bas. Et puis l'archéologue qui va fouiller au fond de la structure. Mais en général, c'est mieux d'être à 3 personnes parce que déjà fouiller dans un milieu confiné, avec des conditions qui sont souvent difficiles, donc c'est un effort physique. On ne fouille pas plus d'une heure à la fois, on est en binôme. Pour descendre, on utilise un trait électrique, mais en même temps, on est assuré par une autre ligne de vie qui est liée à un dispositif anti-chute. En cas de puits très profond, on a un système de ventilation, donc un ventilateur à la surface avec une gaine qu'on déploie jusqu'au fond. Un ventilateur qui peut fonctionner soit par aspiration, soit par envoi d'air. On a aussi un détecteur multigaz pour vérifier le taux d'oxygène et puis la présence de gaz nocifs. Alors, il n'y a pas tout le temps de l'eau au fond des puits. Par exemple, dans le cas des puits à Vieille-Toulouse, on trouve très peu, c'est l'eau d'infiltration récente
qu'on retrouve au fond des puits. Mais dans le cas où les puits atteignent les nappes phréatiques, on est obligé à utiliser un système de pompage. Donc ici, par exemple, dans le cadre de cette fouille à Castres, parfois on est obligé de mettre 2 pompes, donc à peu près 50 mètres cubes d'eau heure. Ces pompes elles doivent tourner en permanence. On essaie de descendre un peu plus là où on place les pompes pour que le reste de la surface de la structure puisse être libéré d'eau. Donc on crée un petit creux là où on place les pompes, comme ça on a aussi le visuel sur ce qu'on fait. Au moment où on considère que les parois de la structure posent un souci de sécurité, on est mené à réaliser des travaux de sécurisation, ce qu'on appelle un blindage, soit par l'ancrage d'un grillage métallique tout le tour de la structure, soit par un blindage avec des pièces en bois, des planches et des cadres en bois qui sont appliqués un peu en force pour retenir les parois de la structure. En bas pour travailler, donc on s'adapte au milieu, c'est-à-dire que si c'est trop étroit, on va fouiller un peu plus difficilement. On ne peut pas travailler dans une structure qui a moins de 80 cm de diamètre. Parce que là, le module humain, il a du mal à bouger et encore plus à travailler. Si on retrouve du remblai, il n'y a pas beaucoup de vestiges, pas beaucoup d'intérêt archéologique. Donc là, on peut avancer assez rapidement avec une pelle, avec un manche court, du coup, parce qu'on n'a pas trop d'espace. Donc adapté au milieu. Et on remplit des seaux. Après, on va les attacher sur le câble du trait électrique qui va être remonté à la surface. Et puis à la surface, l'assistant archéologue va déjà vérifier s'il n'y a pas de vestiges du mobilier dans le seau. Et puis il va faire le tri du mobilier, donc va séparer la céramique de la faune, enfin des fragments d'os. Il peut y avoir des fragments de bois, il peut y avoir toutes sortes de vestiges. Par exemple, à Vieille-Toulouse, on est tombé sur un buste gaulois. Je crois qu'il y en a une trentaine qui a été découverte sur tout le territoire français. N'importe quel archéologue, s'il aime bien le milieu confiné, s'il a un peu des capacités techniques, voilà, parce qu'il faut être un peu bricoleur. Après, il faut avoir aussi une expérience s'il s'agit de mettre en sécurité. Donc là, ça se complique un peu. Parce qu'il faut avoir une formation, soit de charpentier, soit avoir travaillé, c'était mon cas, durant des années dans les fouilles souterraines, donc où on devait assurer la sécurité, mettre en place des boisages. Donc il y a des techniques qu'on peut apprendre. J'adore fouiller les puits et chaque puits n'est pas pareil qu'un autre. Donc c'est ce qui fait aussi le charme de notre métier, et pas forcément le cas des puits. Hein. C'est que sur chaque chantier, chaque contexte, les contextes sont différents. Donc ça apporte un plus à chaque fois et on s'enrichit aussi en connaissances.